pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller, Christophe Alévèque et Mustapha El Atrassi. Ah, vous faites un coup de cymbale pour vous seulement alors? Sans raison. Ouais, non, c'était pour l'ensemble du groupe. Alors, je vous signale que Jérémy Michalak, qui n'est pas là aujourd'hui, d'habitude, fait ça bien mieux. À chaque nom, on a le droit à un coup de cymbale. Ouais, mais il est viré. Voilà. Vous êtes en forme, Jérôme Bonaldi? Ça baigne. Waouh! Il y a bien que vous qui vous baignez par le temps qu'il fait. Je vous signale qu'on s'est beaucoup moqué de moi hier avec mes vaches qui ne faisaient pas de lait et qu'évidemment, tout de suite, on pourrait commencer avant que j'attaque par les questions pour voir si vous avez bien révisé. Tout de suite, on peut attaquer par les mails des auditeurs qui me soutiennent. J'avais raison, toute votre équipe s'est moquée de vous, Laurent Ruquier. En effet, il y a des tas de vaches qui ne font pas de lait. Il suffit que les vaches, évidemment, n'aient jamais eu de veau pour qu'elles n'aient pas de lait. Voilà. Eh ben voilà, bien Logique. sûr. Je me suis renseigné aussi. C'est comme les femmes, vous voyez. Pareil. Je me suis renseigné. C'est pour ça que vous pouviez pas savoir, cher Michel, puisque vous Évidemment, avez 2 enfants. Voilà, Oui. 2 enfants. Merci en tout cas, me dit Jérôme, de renforcer la présence de Jérôme Bonaldi. Donc j'aimerais savoir si c'est vous qui Non, écrivez les mails. je ne sais pas moi. Et de ne pas interrompre ses explications. Il a toujours besoin d'un temps d'intelligence préalable à son propos. Ah, c'est joli, la notion de temps d'intelligence préalable. Ah oui. C'est vrai. Stevie, par exemple, il a besoin d'un très très long temps d'intelligence préalable. C'est plusieurs mois. C'est pas bien de parler des absents. C'est On va parler de qui aujourd'hui? On pourrait parler de vous, allez, tiens, parce que vu votre état général, je vois bien quand même que vous avez dû J'ai faire- fait la sieste. Voilà, vous avez dû faire une sieste parce que vous venez C'est ça. manifestement de vous réveiller. Merci de venir vous réveiller à Europa. Et on va voir si vous avez lu les journaux. On va voir si vous allez pouvoir Ah, répondre tout à fait, oui. quelques Bah, questions que j'ai sélectionnées pour vous. Vous êtes prêts tous? Allez-y. Ouais. Ah, oui, on est prêts. Où est-ce qu'on peut repartir? Soit avec une moto BMW, soit un baril de vin, soit un parfum. Ben, c'est sur la plage anglaise, en face du bateau qui a été échoué, le Napoli. Il arrête pas de perdre des conteneurs. Tous les conteneurs tombent à l'eau. Il s'échoue sur la plage. Et c'est le pillage. C'est génial. C'est la foire. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Vous le saviez? les Bravo. autres Bien sûr. Ah oui. Oh, regardez Gérard, n'en savait absolument Mais rien. bien sûr. Non mais alors, peut-être que ça sera la seule réponse que je connais et je la connaissais. Ah, Et tiens, je ne l'ai pas bravo. dit. C'est génial, vous Remarque, allez vous ils vendent balader des sur la sacs, plage, vous repartez avec une moto BMW à 28 000 euros. Il y a eu un D'habitude, 4x4 on même. récupère du pétrole, ça change. Et tu connais la loi Les anglaise? deux vont de pair. Vous prenez d'abord la moto, après l'essence. Et vous connaissez la loi anglaise? Elle est très marrante. C'est, vous prenez ce qu'on appelle l'estran, c'est-à-dire la zone qui est entre les zones qui sont tout le temps émergées et les zones qui sont tout le temps immergées. En gros, là où il y a les marées, d'accord? Tu prends la ligne médiane. Ce qui est à terre, côté terre, ça appartient à la reine. Ce qui est côté mer, ça appartient au garde-côte. Qu'est-ce qui va bientôt, et là je mets Jérôme Bonaldi à part parce que je sais qu'il a la réponse, donc vous n'aidez pas vos petits camarades. Qu'est-ce qui commence à clignoter dans Paris? Et là je rigole. Il commence à clignoter dans Paris. Mais est-ce Les qu'il y a un isoloirs jeu de mots sur clignoter? Pas du tout Gérard, je n'aime pas du tout les jeux de mots. Alors, clignoter. Voilà, comme Libération. Est-ce que ça a un rapport avec l'écologie? Indirectement, évidemment, indirectement. Est-ce que c'est dans la rue? Oui. Est-ce que c'est un indice? Est-ce que c'est quelque chose qui doit prévenir les gens? Un Est-ce que feu c'est pour la circulation automobile? Un C'est- feu, oui, les feux clignotent depuis un moment, Mustapha El Atrassi. C'est Je pour- sais que vous vous en êtes pas aperçu encore, Non. mais il arrive que les feux clignotent, vous C'est voyez. les radars. Pas les radars, non, mais effectivement, Les c'est parcs-mètres. lié à la circulation. Pas les parcs-mètres, mais on se rapproche. Ah, les voyez. endroits où il y a des passages piétons. Non, C'est là où on ne doit pas stationner parce que c'est des stationnements handicapés. pas handicapé. Ah ben voilà, femme enceinte. Non. Livraison. Les stationnements livraison. Waouh. Excellente réponse de Merci Mustapha beaucoup. El Atrassi. Effectivement, la mairie de Paris est en train de tester, ça existe déjà dans quelques endroits de la capitale, mais ça devrait se généraliser d'ici à quelques mois. Il y aurait bientôt, paraît-il, 9488 zones de livraison qui sont recensées dans Paris qui pourraient clignoter au bout d'une demi-heure. Si effectivement, au bout de 30 minutes, vous êtes sur le même emplacement de livraison, 30 minutes, mais c'est pas pour ça que vous avez le droit de stationner. C'est 30 minutes pour ceux qui sont vraiment en livraison, évidemment. il n'a rien compris, Mais Miller. pas du tout, c'est vous qui n'avez rien compris. Vous imaginez bien qu'on vous dit pas pendant 30 minutes vous pouvez stationner sur les livraisons. Ça veut dire qu'un livreur autorisé à stationner ne peut pas rester plus que 30 minutes. Mais vous qui n'êtes pas livreur, vous ne pouvez pas rester une seule minute. Oui, mais Comment ils vont faire la différence les clignotants vont pas faire la différence. Eh ben Ils alors. clignoteront. Les clignotants ne feront pas la différence, mais ne croyez pas pour autant, parce qu'il y a maintenant ces 30 minutes, que quelqu'un a le droit d'y stationner s'il n'est Si. pas livreur. Eh bien, vous vous trompez. Mais en 30 minutes, on livre une pizza, normalement. Sois particulier avec ta voiture. Oui. Si tu es en train de décharger quelque chose, de manutentionner quelque chose, tu as le droit, comme le livreur.
de manutentionner, mais pas de stationner sans Les livraisons sont accessibles aux particuliers. C'est dans le Parisien, hein, ce matin, Jérôme Bonaldi. Les espaces lardés de jaune sont accessibles aux personnes effectuant occasionnellement un transfert de marchandises. Oui. Les particuliers peuvent utiliser 30 minutes au maximum, comme les livreurs qui ne sont pas autorisés à rester plus de 30 minutes. Le temps donc de décharger des meubles ou pour un déménagement ou toutefois... Ou des gens qu'on n'aime plus. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est toujours laisser quelqu'un autour de la voiture qui fait semblant de retirer quelque chose dans le coffre. Ou sinon, la voiture est vide, tu laisses le haillon ouvert ou tu mets les warnings. Bah alors ça clignote Vous, et c'est ça pratique, va. vous êtes copine avec Mimi Mati, vous la mettez dans le coffre tout le temps. Et je lui dis, Mimi, tu m'attends. Si quelqu'un s'approche, tu aboies. Quand ça clignote, ça veut dire que ça va au commissariat. C'est-à-dire que les Non, après ça explose. Non, c'est-à-dire les pervenches qui sont dans le coin, paf, elles repèrent tout de suite, tiens, ça fait plus d'une demi-heure, je me radine en vitesse et je te fous le Est-ce PV. qu'il y a vraiment besoin de ça? Parce on a l'impression qu'elles sont tu vois, qu'elles épient toutes les voitures. C'est elle qui clignote même. Non, mais également, ça met la honte. Tous les mecs du coin voient, ah, le salaud, il fait les ventouses, il se sert d'une place comme ça. Ça met la Il y honte a à tout le d'autres monde. mesures envisagées. Si vous stationnez sur un placement handicapé, on vous coupe une jambe. Vous êtes comme ça. Comme ça, vous serez vraiment 2 handicapé. fois, on vous coupe 2 jambes. Si on fait ça à Et Mimi le Mati, reste elle va galérer. Hein. Autre question. Que s'est-il passé dans le café Tacbo qui se trouve dans le 9e arrondissement au point que les journaux en parlent aujourd'hui? Une bagarre à la hache. Une bagarre à la hache. Allez-y, expliquez. Il y a 2 mecs qui se sont engueulés, je crois, pour une histoire de Ça, place c'est de dans le livraison. café que vous fréquentez, mais Non, non, vous avez raison. Il y a un café où il y a eu effectivement une bagarre à la machette. Et ils très ont coupé exact. 2 doigts à un mec, je Voilà, crois, mais et c'est ils pas sont celui-là. marrés. C'est pas celui-là. Là, c'est beaucoup plus amusant dans le 9e arrondissement de Paris. Oui, Jérôme D'accord. Bonaldi. Le 2 décembre dernier, il y a un type qui a joué au loto le 4, le 14, le 17, le 18, le 20, le 35 et le 07. Et alors? C'était le 2e tirage et ce truc-là a gagné 1,8 million. Et comment 1 s'appelle le 800 café, 000 puisque vous euros. semblez très bien informé? Le Monceau? Non. Non. Le... Parce que ce n'est pas du tout la bonne réponse. Ça s'appelle le Chiquito. Tu l'as super bien fait, ce coup-là. Ah, le piège! Voilà. Effectivement, il y a un café. On aura d'ailleurs Il les a sorti buralistes le numéro. dans un instant dans l'émission. On appellera. Il y a un gagnant du loto qui s'est toujours pas manifesté. Mais moi, mon café à moi, le Tacbo, c'est encore plus original que ça. Ça se passe dans le 9e arrondissement Voilà, de laissez Paris. poser ceux qui savent faire progresser le sujet. Il s'est passé là quelque chose qui a à voir avec le sous-sol parisien. Pas du tout. Il y a un défi qui a été lancé dans ce café et ils l'ont tous fait. Et il y a même une exposition qui s'ensuit. Ah, 35 pastis. Non. Ah, le calendrier, tout le monde à poil? Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Pas mal. Mais les clients l'ont fait? Les clients l'ont fait au Mais c'est- Tacbo, 52 rue Condorcet, Paris 9e, métro Pigalle, il n'y a pas de hasard. Eh bien, les clients de ce bistrot du 9e arrondissement de Paris ont décidé de poser tous nus devant l'objectif d'un jeune photographe. Ils ne sont ni mannequins, ni acteurs, mais commerçants du quartier, habitués du café. Et voilà, on peut voir leurs photos, tous nus. C'est marrant, C'est tous les mon clients. quartier, je vais aller voir comment ils m'ont bouché tout nu, mon poissonnier. Allez, comment vos traits aujourd'hui? Et donc je l'ai aperçu hier. Ils sont beaux, vos rognons. Donc au niveau mois de janvier, vous êtes ils bien sont gaulés, modernes, monsieur. Allez, tous au Tacbo. Métro Pigalle, vous vous tromperez pas. Ça c'est des bonnes initiatives. Vous avez vu cette initiative, je ne sais pas, ce sont un groupe d'ouvriers en lutte pour préserver leur emploi qui ont aussi posé comme dans un calendrier de footballeurs. Et donc vous voyez les gros mecs de la CGT habillés avec des petits dessous féminins. Vous avez pas vu ce calendrier-là? Non. Il y a Voyons, que moi qui lis l'Humanité dimanche ici, hein, finalement. Ah, sûrement. Vous étiez au Zénith hier soir, j'imagine, avec Marie-Georges Buffet, Gérard Miller, non? J'étais avec une autre femme, mais qui n'aura aucune chance à la présidentielle, c'est Christine Bravo. J'enregistrais l'émission et donc on a fini un peu tard, donc je n'ai pas pu aller voir Ah, Marie-Georges. Mais aussi. elle est au Zénith, elle aussi. Et aussi au buffet, souvent. Mais Oh, l'arrêtez. que va-t-il se passer pour la première fois en Chine qui n'avait jamais eu lieu auparavant? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est pas non plus. Il va y avoir la exceptionnel. démocratie. Quelqu'un va avoir des droits, pour une fois. Non, Oui, c'est ça. non. Non. C'est plus d'ordre, on va dire, culturel. Culturel est peut-être un mot trop fort pour ça, mais quand même. Un défilé de Ah. mode? Non. Une non. statue de Ségolène Royal. Non, pas je comme vois, ça. non, C'est pleine de bravitude. Il va y avoir pour la première fois l'équivalent d'une Star Academy ou quelque chose non, comme ça. non. Des traductions de livres interdits jusque-là. Pas du tout. Pas de livre. Non. Ah, des CD, de la Non. musique. Des Des DVD? films. striptease. Les films Un pornographiques, pour la première fois, il y aura Emmanuel qui Non, sera projeté pas là-bas. Emmanuel. Mais quelque chose comme ça, un film. Un film très célèbre. Rocky VI. Basic Instinct? Pas Rocky, mais c'est une série là aussi. Rambo, Non. Superman, Non. Mickey. C'est le carton de l'année en plus. James Bond.
James Bond, excellente réponse de Michel Bernier, bravo. Pour la première fois en Chine, va sortir sur les écrans le nouveau James Bond. Jamais un James Bond n'était sorti. Vous vous rendez compte un peu quand même? J'aurais jamais imaginé ça. Casino Royale, donc avec Daniel Craig. C'est beau le progrès quand même. C'est-à-dire qu'eux, ils connaissent Sean Connery, Roger Moore, ils vont pas dire tiens, il est meilleur, moins bon. Non, c'est le premier qu'ils voient. Vous vous rendez compte? Je me sens un Ce qui est peu amusant, James c'est qu'à un Bond. moment donné, vous vous rappelez dans les James Bond, quand on a commencé à se réconcilier l'Occident, si j'ose dire, avec l'Union soviétique, c'est les Chinois qui sont devenus les méchants dans les films. Et aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas vu le dernier, donc je ne sais pas d'où viennent les méchants, mais certainement plus de Chine. l'Est, non? De l'Est. Voilà, ils reviennent maintenant de l'Est de C'est nouveau. des quoi. renégats de l'Est. Voilà. Bravo Gérard, en tout cas. Ah, Gérard. C'est vous qui avez dit James Oui, Bond? oui, c'est moi. Ouais. Bravo. Vraiment. Je un autre coup de cymbale. L'auditeur rendra à César ce qui est à César. On reste dans le cinéma avec la sortie aujourd'hui de Rocky Balboa. Je sais pas si Rocky 6 effectivement ira en Chine et s'il y a eu déjà des diffusions de Rocky là-bas. Mais qui peut-on voir dans le public pendant le match, le célèbre match de Stallone, le dernier combat donc. Mike Tyson. Mike Tyson, excellente réponse. Du moto-cymbale. Comment T'as vous déjà savez vu le ça, film vous Non, mais j'ai lu la presse avant de venir. Quand je me lève à 15h. C'est la première réponse que tu donnes. Parce que je laisse, je partage avec mes camarades. Effectivement, on peut voir Mike Tyson dans le public. C'est un clin d'œil plutôt sympathique quand même pendant que Stallone, 60 ans, affronte son dernier adversaire. Ils auraient mieux fait de mettre Stallone dans le public que Tyson. Et Tyson sur le Tyson ring. sur le ring, ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. Ah, tiens, il y a autre chose d'intéressant pour la France, mesdames et messieurs. C'est qu'un Français, pour la première fois, accède à cette compétition. Un seul Français avait fait presque aussi bien dans les années 90. Il s'appelait Philippe Boson. Je vous demande tout simplement de quoi il s'agit. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la fortune? Pas du tout. Le sport. Le sport, oui. Ça a rapport avec la neige? Ah, la neige. Oh, directement. C'est un rapport avec la glace. Oui. Il a fait de la sculpture sur glace. Non, pas de patinage artistique? C'est le hockeyeur sur glace qui est dans l'équipe canadienne. Oui, alors. Québécoise. Ah oui, il sauf est gardien de but même. Cristobal Huette, mais alors il fait mieux maintenant d'être dans l'équipe de Il la Montréal. dirige. Non, il la Il dirige est pas. entraîneur. Non, non plus. Il est gardien de but. Il l'a Non, racheté. Non. Écoutez, C'est lui qui fait dans la le glace. public. je vais vous donner la bonne réponse de toute façon. Il est dans le public. Avec non. Tyson, il regarde le match. Je donne quand même la bonne réponse à Bonaldi. Il est dans et je vais l'âge de glace Je vais 2. la préciser. Bravo Bonaldi. Non, c'était déjà pas mal de trouver que c'était Cristobal Huette. Bravo Bonaldi. En effet, il y avait eu un seul Français qui avait joué effectivement parmi les équipes de hockey là-bas au Canada ou au Québec, qui va bientôt être libre, vous le savez, grâce à Ségolène Royal. On a dit qu'on n'en parlait plus. Philippe Boson, dans les années 90, avait effectivement eu le droit à participer ainsi au championnat de hockey national. Mais Cristobal Huette, lui, fait encore mieux, parce que d'abord, ça fait plusieurs saisons qu'il est sacré meilleur gardien de but du championnat canadien. Mais en plus, il vient d'être sélectionné. C'est le premier Français à participer au All-Star Game, qui réunit les meilleurs joueurs de hockey sur glace d'Amérique du Nord. Ça veut dire Canada et États-Unis compris. Vous vous rendez compte un peu? Ah oui. Eh ben, ça nous fait chaud au cœur. hein. C'est vrai. Mais non, mais c'est quand même bien, quoi. Je veux dire, non. Gérard, ça vous... Non, non, si. Pour un sport auquel on ne s'intéresse pas, on est quand même... Non, mais on est non, content je suis pour lui. content. Non, alors, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Dès qu'un Français gagne quelque part, je suis heureux. Voilà. D'autres bonnes nouvelles, Laurent? Oui. Un mot alors, justement, sur la bourde ou pas bourde de Ségolène Royal à propos Pas de- bourde. Alors, Je suis Gérard. désolé, pas bourde du tout. Enfin, elle n'a pas dit qu'il fallait faire la révolution là-bas. Elle a simplement évoqué le fait qu'il y avait des principes auxquels on pouvait être attaché, dont celui-là. Après, évidemment, Celui de l'indépendance. c'est les gens du cru et de la souveraineté. C'est les gens du cru qui décideront. Évidemment, il y a un vrai risque pour la langue française, pour la culture française là-bas, d'être ensevelie sous la culture et la langue anglaise. Elle défend quelque chose qui est une tradition, je trouve, dans la De Gaulle le démocratie. premier, effectivement. Bien entendu. Mais non, ce qui est surtout frappant, c'est la réactivité incroyable du camp Sarkozy et de la presse. Je lisais ce Il y a un matin. véritable lynchage, là. Hein. Je lisais, je prends simplement un journal. Quand tu dis le camp Sarkozy et la presse, c'est un peu pareil. C'est exactement ça. Je lisais Le Figaro, par exemple. Le Figaro, mais c'est un journal militant. C'est pas l'humanité des grandes années, mais c'est quelque chose comme ça. C'est à chaque fois les couvertures du Figaro. Regardez le Figaro d'aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. C'est tout contre Ségolène. Mais ceci dit, les Québécois eux-mêmes, ils ont voté 2 fois de suite pour dire non, on reste dans le Canada et on veut pas le Canada. Oh, la dernière fois, c'était pas non, c'était non. Ou enfin, il y a 2 fois. C'était- Non, la dernière fois, c'était tabarnak de coller, je suis pas sûr. Non, ils sont pas pour le faire, ça n'a pas de bon sens. Et puis évidemment, il faut préciser que le Premier ministre québécois, qui est monté évidemment au créneau contre Ségolène Royal, est un ultra-conservateur, libéral convaincu, et qu'il a évidemment tout de suite averti ses collègues du même camp en France, c'est-à-dire tout l'UMP, qui sont montés évidemment tous au créneau, y compris évidemment Monsieur Estrosi, que j'ai reçu dans mon émission il y a peu de temps. Vous savez, dans On n'est pas couché, qui se moque à
allègrement de Ségolène Royal et de ses bourdes en disant franchement, elle sait pas parler français et tout ça. Enfin bon, bref. Et c'est assez amusant parce que aujourd'hui dans le Canard enchaîné, on rappelle, mais on s'en était rendu compte sur le plateau, que monsieur Christian Estrosi, un des bras droits de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, a quand même par 2 fois dans l'émission commis de belles fautes de français. Il avait parlé comme adjectif de infinimentésimal, ce qui est pas mal. Infinimentésimal. Oui, et il avait parlé à propos de madame Voynet, qui avait été ministre elle aussi, ma prédécessrice. Et donc, alors, si vous voulez, c'est pas grave, mais Bien quand sûr. c'est les mêmes qui après se moquent de la bravitude de Ségolène Royal, on peut Non, mais peut-être ce dire qui est quand même incroyable, que c'est que- ce serait bien que tous ces gens-là se calment un peu. Nous tous qui participons régulièrement à des émissions, on sait le nombre de fautes de français, d'incorrections, de néologismes qu'on peut dire. C'est incroyable. Il y a un auditeur d'ailleurs qui régulièrement m'envoie toutes les fautes que nous faisons. C'est absolument à passer sous la table si on les regarde de près. Oui, à vous particulièrement. Moi Gérard. particulièrement, mais je le reconnais. Parce que votre gauchitude commence à vous Non, énerver. mais c'est vrai, mais À nous énervationner. même. De toute façon, je vais vous dire, moi, je reviendrai à Montréal. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h. Nous sommes là depuis 16h avec Christophe Alévèque, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi, Michel Bernier et Gérard Miller. Restons un peu dans la politique. On parlait des bourdes de Ségolène Royal, bourde ou pas bourde. En tout cas, c'est vrai qu'il y a véritablement un acharnement en ce moment un peu sur la candidate, même si c'est vrai qu'elle n'est pas toujours très à l'aise. Faut reconnaître Gérard Miller au micro quand même. elle va progresser, franchement. Oh, moi, d'ici 4-5 ans, elle sera au point, je pense. C'est à peu près ça, oui. Ben, ce qui était très énervant chez elle, enfin, moi, je ne fais pas ceux qui tapent sur elle maintenant, parce que j'ai commencé il y a longtemps, c'est qu'elle refuse le débat. Et ça, c'est assez énervant. C'est-à-dire que dès qu'il y a une critique, qu'elle vienne de son camp ou qu'elle vienne du camp adverse, il y a un certain mépris, c'est-à-dire elle ne répond pas en disant quelque chose de mieux ou en justifiant. Au Parti Socialiste, pendant les primaires, elle a refusé le débat aussi. À un moment donné, il va bien falloir qu'elle accepte de... Elle dit que ce sera à partir du 11 février, tout simplement, une fois que les débats participatifs... Écoutez, elle fait quelque chose quand même qui est pas inintéressant. Elle dit que depuis si longtemps, il y a des promesses et des promesses des hommes politiques. Donc là, on lui dit, alors pourquoi vous n'en faites pas tout de suite? Pourquoi vous ne faites pas de propositions? Elle dit qu'il y aura un temps pour ça. Pour l'instant, elle recueille un certain nombre d'avis, d'opinions, voir ce qui se passe. Je trouve que c'est plutôt une démarche Ce qui originale. est intéressant, c'est de revenir sur la fameuse Montebourde, comme on l'appelle aujourd'hui, parce que le Canard enchaîné revient dans le détail sur cette affaire, commencée sur Canal+ dans l'émission de Michel Denisot, quand effectivement on avait demandé au porte-parole de Ségolène Royal quel était le principal défaut de la candidate socialiste et qu'il avait répondu son compagnon, François Hollande. Donc, on sait qu'après, on a un petit peu moqué Ségolène Royal en disant qu'elle était un peu trop institutrice, lui avoir mis un carton jaune. Et là, on a le détail dans le Canard enchaîné de ce qui s'est passé exactement. Elle n'était pas du tout pour le sanctionner, d'après le Canard enchaîné, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'Arnaud Montebourg, en sortant de l'émission, s'est tout de suite évidemment rendu compte qu'il avait dit une énorme connerie. Donc il a appelé tout le monde pour dire oh là là, j'ai fait une connerie, y compris évidemment Ségolène Royal, qui lui aurait dit, d'après le Canard enchaîné, ce n'est pas grave, fais un petit mot d'excuse à François, lui aurait dit Ségolène Royal. Et sauf que François Hollande n'a pas voulu répondre à Arnaud Montebourg. Et l'échange téléphonique a même été très violent avec le directeur de cabinet de Hollande, qui aurait dit à Montebourg, Arnaud, on te fera la peau. Le lendemain matin, toujours pas de téléphone entre Montebourg et Hollande. Ségolène Royal pousse à l'apaisement, mais François Hollande n'a pas digéré la blague et il aurait même dit à Ségolène Royal, c'est lui ou c'est moi. Et voilà pourquoi elle aurait été obligée de lui donner un carton jaune. Vous vous rendez compte un peu? Moi. Oh Il là m'a là, dit qu'elle c'est avait bon. répondu c'est lui. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pas le mal, c'est encore sur elle que ça retombe en disant elle est institutrice, elle sent un carton jaune. Et le salopard là-dedans, c'est François Hollande qui a pas accepté la blague, non? Non, mais c'était une très mauvaise blague. Je sais pas s'il fallait une sanction ou pas, mais c'est quand même très secondaire. Moi, ce qui me frappe, écoutez, je veux pas être partisan parce que c'est pas du tout mon genre, vous le savez bien. pas du Mais tout. est-ce que c'est pas plus grave? Comment se fait-il qu'on ne répète pas à longueur d'onde que nous avons des ministres aujourd'hui qui croient que les classes moyennes en France gagnent 4 000 €? Je trouve que si on me dit quelle est la plus grosse bourde depuis un mois, c'est celle-là. Un ministre du gouvernement qui pense que les classes moyennes gagnent 4 000 €. C'est Jean-François Copé. Jean-François Copé, alors que 90% des Français gagnent moins de, je crois, 2 000 ou 2 400 €. Mais enfin, c'est insensé. On se dit, mais qui nous gouverne? Je suis en désaccord avec tout ce qui, de près ou de loin, pourrait abaisser le débat, a dit superbement Nicolas Sarkozy le 18 janvier dernier à propos de la polémique sur l'impôt sur la fortune du couple royal
Hollande, une polémique largement entretenue évidemment par l'UMP, une polémique que n'apprécie pas le président Chirac, d'après le Canard enchaîné. Bon, d'abord parce qu'il a peur que ça retombe sur lui, évidemment. Mais il dit, le président Chirac, d'après le Canard, que toute cette polémique a été montée, que c'est signé Sarkozy, dit Chirac. Il dit qu'à l'époque de la campagne Balladur contre Chirac, il y avait les mêmes méthodes employées par les baladuriens. Une allusion à un article du Monde à l'époque qui, un mois avant la présidentielle, avait examiné en détail la vente par Bernadette de certains terrains dans l'Essonne. Et il en ressortait que la famille Chaudron de Courcelles de Bernadette Chirac avait réussi à vendre des terrains à un prix gonflé au port autonome de Paris. Je sais pas si vous vous souvenez, ça date de 95 cette affaire-là. Bref, Chirac dit, voilà, les coups tordus commencent contre Ségolène Royal, comme il y avait eu des coups tordus contre moi à l'époque où, effectivement, c'était Sarkozy-Balladur contre Chirac. D'habitude, les coups tordus partent plus tard, fin février, début mars, dit Chirac, qui s'y connaît en la matière, d'après le Canard enchaîné. Mais c'est dans le tempérament, aurait dit Jacques Chirac, de Sarkozy et de ses amis, d'être pressé. Commencer une campagne à un tel niveau, c'est courir le risque de terminer dans un ravin et de faire monter Le Pen, aurait dit le président. Conclusion du chef de l'État. Ils ont cru faire un bon coup en jouant avec l'ISF de Ségolène Royal, mais maintenant, on s'aperçoit que Nicolas Sarkozy n'est assujetti à l'impôt sur la fortune que depuis seulement 1 an. C'est quand même bizarre, aurait dit le président Chirac. Alors ça, c'est terrible de la part du Canard enchaîné, parce que on se dit, mais alors, ça voudrait dire que le président Chirac soutient Ségolène Royal? Non. Bah, je crois, oui. Franchement, je surtout, pense. je crois S'il ne qu'il- se présente pas, je pense qu'il soutiendra. Alors ça tire Ségolène. à vue de tous les côtés, parce que côté gauche, c'est pas mieux. J'ai lu hier, je crois, dans Les Inrecuptibles, que dans le camp du Parti Socialiste, il y avait déjà des socialistes qui appelaient à voter François Bayrou plutôt que Ségolène Royal. C'est pas impossible. En politique, ce qui est terrible, c'est que les gens, quand ils sont pas trop vieux, ils se disent, c'est pour le coup d'après que je vais jouer. C'est ce qui a réussi à Chirac et ce qui peut réussir à d'autres. Donc ils se disent, ce coup-là, c'est foutu pour moi. Donc, voyons ce qui se passera pour moi dans 5 ans. Pour ça, j'ai besoin que dans mon camp, ça échoue. Je reviens sur l'affaire du Québec et de l'indépendance du Québec. C'est le Parti québécois qu'elle a soutenu, Ségolène Royal, le fameux PQ, c'est bien ça? Mais c'est vrai, j'invente pas. Je ne rigole pas. Là-bas, Le souverainiste. on appelle ça le PQ. Voilà. Oui. Ségolène Royal soutient le PQ. Moi, je trouve ça. Elle est dans ses petits papiers. Ça, c'est beaucoup plus rigolo, c'est ça qu'on aurait... Apparemment, ça les fait chier. Hein. Elle est au bout du rouleau, en fait. Ah ouais, ouais. Elle va prendre la position du lotus. Un mot sur une autre polémique du moment, pas politique. Celle-là, une polémique qui concerne les top modèles. Vous savez que ça y est, on est reparti dans les défilés en ce moment. Défilés à tout va, aussi bien masculin que féminin. Dior, Galliano, évidemment mis sur des mannequins plutôt maigrichons, qui frôlent l'anorexie. Même en France, on commence à s'en inquiéter. Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, a même annoncé la mise en place d'un groupe de travail sur l'image du corps. Il aurait déclaré, il est important au moment où les jeunes filles regardent les mannequins de s'interroger sur le véritable impact de ces images sur leur comportement. Il n'est pas normal qu'une petite fille de 6 ans commence d'ores et déjà à se poser des questions sur son poids, évidemment pour devenir aussi fine et fluette, voire même maigre que les mannequins qu'on voit sur les podiums des défilés. Anorexie, moi je suis contente parce que j'ai appris un nouveau mot. Je savais même pas comment ça s'écrivait. Il n'y a pas de H. Ouf, on va enfin dire la vérité. Ne croyez jamais un mannequin qui vous dit qu'elle fait pas de régime pour être mince. Elle bouffe pas. Ah oui? Bah oui, toutes les nanas qui disent moi je suis mince et je fais rien pour être mince, c'est pas vrai. Il faut donc bannir le mot modèle car personne ne ressemble à ces filles. Elles sont de plus en plus jeunes et maigres, comme une intention de vote communiste. Nous, les femmes, on nous hypnotise avec des images de la beauté qui sont totalement faussées, que ce soit pour les crèmes ou les fringues. On sait que tout ça est trafiqué. Vendre à une femme de 40 ans une crème anti-rides avec le visage d'une fille de 16 ans maquillée au Biactol et lui faire croire qu'elle va pouvoir lui ressembler, ce serait comme faire croire à Sarkozy qui va mesurer 1m90 s'il est élu président. Alors nous, les femmes du quotidien qui nous battons déjà avec 2 ou 3 complexes idiots, on passe notre temps à nous comparer à des haricots verts perruqués. Pas étonnant qu'on passe plus de temps au lit avec des anxiolytiques qu'avec des mecs. Pour en revenir au problème de la maigreur, un jeune mannequin serbo-moldave m'a envoyé son menu type d'une journée. Alors, au réveil, d'abord, elle se pèse, mais pas sur un pèse-personne. Bah non, il y a trop de chiffres. Elle va dans la cuisine. Elle va dans la cuisine et elle monte sur une balance ménagère. Puis, rassurée, parce qu'elle n'a pas pris 1 milligramme, elle avale 1 litre de thé vert sans sucre et sans théine, une croquette spéciale K et elle enfile son body masseur qu'elle a acheté au téléachat. C'est vrai que Pierre Dostel est irrésistible. Moi-même, je vais lui acheter un toit ouvrant pour mon vélo. Et... C'est le fils Bellemare, c'est ça, Ouais. Pierre Dostel. Bon, à midi, elle se fait une plâtrée de coupe-fin avec en dessert un délicieux
quartiers de pommes sans pépins, bien sûr, on sait jamais. À 4 heures, elle prend sa tension. Le soir, elle se jette dans son lit, s'enroule dans les draps et sombre dans le sommeil. Bah oui, tout le monde connaît le proverbe. Qui dort, dîne. En attendant que les consciences se réveillent, on peut dire que pendant que certaines filles ne mangent plus, il y en a qui continuent à se gaver. C'est vrai que c'est terrible, hein. On voit quand même les filles, mais... Je retiens la formule. Quelle formule? Je retiens la formule pour dire les personnes ne sont pas forcément minces, les femmes du quotidien. Quand même, elles sont tellement maigres, il paraît qu'il y a certains mannequins qui ont reçu des dons du Sahel. Je sais pas si vous voyez où on en est. Hein. Non mais franchement, Elle la baignoire. Elles sont tellement maigres que quand elles mettent un string, elles prennent un coup de chaud. Il paraît qu'il y a même des photographes, quand ils mettent le flash, ils ont pas une photo directe, ils ont la radio des poumons de la meuf. Mais d'un autre côté aussi, si les femmes, je ne vais pas attaquer les femmes, mais pourquoi elles tombent dans ce piège? Elles savent que de toute façon tout ça est faux et faussé. Pense qu'il y a des dictateurs. Pourquoi vouloir quelque part ressembler? Oui, mais les dictateurs, il faut pas les écouter. En fait, Mais non, les créateurs, mais ils les prennent très maigres, c'est pour économiser du tissu, tout simplement, non? Oui, mais ça les empêche pas de nous les faire payer plus cher. Hein. Et puis c'est bien pour le développement durable parce qu'elles vont qu'une fois par semaine aux toilettes. Un jour, on va en retrouver une dans un placard, elle aura été confondue avec un cintre. Non, c'est vrai, elles sont maigres à un point qu'on a, on a jamais vu ça, quoi. Même les talons, il paraît que parce qu'elles sont toujours quand même sur des talons oui, aiguilles. elles sont juchées. Il paraît que les talons des chaussures qu'elles portent sont creux, sinon elles n'arrivent pas à lever les jambes parce que c'est trop lourd. Mais là, je vais poser une question à Bonaldi qui connaît bien les mœurs des êtres humains. Je connais un certain nombre d'hommes qui aiment les femmes un peu enveloppées, voire très enveloppées. Je n'en connais pas qui aiment les femmes maigrichonnes au point de est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est une passion? Mon chien masculine? adore les os, mais... Non, mais c'est vrai, on ne voit pas, je n'ai pas vu de magazine masculin, par exemple, où on présente des femmes absolument maigrichonnes. Et d'ailleurs, on ne présente pas dans les top modèles masculins non plus des hommes très maigres. Ils sont de plus en plus maigres aussi. aussi. Ils sont malades. Oui. T'as envie de les prendre dans tes bras, on leur viens à la maison, je vais te donner à manger. Eh ben, ils veulent pas. J'ai essayé, ils veulent pas. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Mustapha, Christophe Lévesque, Bonaldi, Miller, Bernier et Gérard. Qu'est-ce qu'il y a? Le hasard fait qu'il y a quelques jours, j'ai eu une longue conversation avec Carla Bruni. Oh. Et elle est aussi sur l'oreiller. Le hasard fait que vous l'avez appelé 10 fois avant qu'elle vous réponde. Non, c'était dans une soirée et elle est aussi intelligente que Mais on ne belle. croit pas, on Mais te croit pas. elle est aussi intelligente que belle. Fantard. Mais c'est pas vrai. Tu sais pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'elle me l'a dit. Non. Quelqu'un m'a dit. C'est absolument exact. C'est absolument vrai. Et j'étais frappé de voir à quel point elle est belle et à quel point elle est intelligente. Surtout. C'est pas Nous avons incompatible? Non, c'est pas que c'est pas incompatible, c'est que son intelligence est beaucoup plus grande encore que ce qu'on imagine. Mais elle m'a dit que pour vous c'était pareil, tout correspondait. Ouais. Mais on ne peut pas ici. Je vous rapporte ici un petit événement de ma vie quotidienne et tout de suite c'est des gaudrioles. Alors, toi qui l'as vu en vrai, Oui. et qui vois les photos, par exemple, elle fait la une de plusieurs journaux Eh ben, actuellement. Elle est aussi belle que sur les photos. Non, elles sont En tout cas, travaillées par les Gérard photos. Miller, elle n'a Bien pas été sûr. Non, retouchée. je l'ai fait. Les photos sont pas... Il y en a un des deux qui a été refait dans la Moi, je soirée. peux te dire que, par exemple, le matin au réveil, elle est pas si jolie. Ah, c'est vrai? Ah, exact. Je suis obligé de vous interrompre parce que j'ai monsieur Max Pérignon au téléphone. Bonjour, monsieur Pérignon. Bonjour. Max et Georgette, vous êtes en photo dans le journal du Parisien ce matin. Georgette et Max attendent le millionnaire du loto. Ça se passe dans votre café. C'est un café, j'imagine? Un tabac, exactement. Un tabac. Vous êtes donc buraliste, monsieur Max. Oui. Le bar tabac La Civette, le Courcelles, boulevard de Courcelles, dans le 17e arrondissement de Paris. Il y a quelqu'un qui est venu valider un bulletin. Et comme ça arrive souvent, de plus en plus souvent, la personne ne s'est toujours pas manifestée. Non seulement chez vous, parce que ça arrive que, effectivement, le gagnant ne veuille pas passer par la case bureau de validation, où il a, effectivement, choisi ses numéros au hasard ou validé sa grille habituelle. C'est-à-dire le café ou, voilà, le bureau Mais de tabac. il a pas été non plus au siège social de la Française des Jeux. Bref, pour l'instant, on ne sait pas qui c'est et il risque de perdre ses 1,8 million d'euros. C'est bien ça, monsieur? Exactement, c'est ça, oui. Peut-être qu'il a peur de payer l'ISF, le Bah mec. oui, on fait tellement peur aux riches, le type il se dit je suis heureux, j'ai une vie tranquille, je vais devoir partir en Suisse, je vais me faire chier. Et puis Non, attends, je c'est comprends rue de ça. Courcelles dans le 17e, le mec il est blindé de thunes déjà. Hein. Non, je suis sûr que vous n'avez pas que des clients du 17e qui passent chez vous. Pas du tout, non. On a des ouvriers, on a des gens de bureau, il y a des gens qui habitent le quartier, bien sûr, mais bon, là, étant donné que c'est un bulletin à 2,40 €, ça laisse supposer que c'est quelqu'un de très humble et
qui a joué une petite somme. Et pour quelqu'un essayer de... qui a seulement jusqu'au 2 février, hein, c'est bientôt quand même jusqu'au 2 février pour se manifester. On peut peut-être rappeler les numéros gagnants, Jérôme Bonaldi. J'ai regardé le tirage, oui. Le 4, le 14, le 17, 18. Parce que si jamais vous n'arrivez pas à le faire, j'appelle tout de suite Valérie Payet. Hein. 4, 14, 17, 18, 20, 35, 07. Et ça, c'est pas le tiercé. Hein. Et vous n'avez aucune idée, vous vous rappelez pas, évidemment. Non, vu le nombre de bulletins. Vous prenez qu'on pas en valide. photo les gens qui viennent... Même sur le loto-flash. Mais est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui nous écoute peut-être en ce moment Bah là, attendez, et qui se dit Non, attendez, j'y pense. qu'est-ce que j'ai fait Non, comme mais attendez, connerie le j'y jour pense. où j'ai mis mon jean au lavage? Mais cherchez pas, mais c'est fini, c'est sûr, c'est l'abbé Pierre. C'est l'abbé Pierre, et ben voilà, l'argent, il avait joué. Vous vous rendez compte, ça aurait été autant d'argent pour la Merci de fondation. rendre hommage aux grands disparus de cette façon. Mais peut-être, Et allez surtout, on savoir. savait que l'abbé Pierre allait au tabac dans le 17e régulièrement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez savoir. Non, c'est quand même triste, 1,8 million d'euros perdus, non? Ah, un petit peu, oui, quand même, oui, c'est dommage. Alors, que il ça ne faut soit pas préciser, accepté. j'ai le tableau de l'ISF sous les yeux. Pour cette somme-là, c'est que 0,75% qu'on paye d'ISF pour 1,8 million. Ah oui? Ouais. Oui, j'ai la Mais je crois tranche que sous les yeux. les gains du loto ne sont pas Ils sont pas imposables. Bien imposables. sûr, c'était pour rire. Elle a dû rigoler, Carla Bruni. Alors, Laurent, il y a peut-être quelqu'un Jaloux. en ce moment qui se dit, Ah oui. et on est en train d'enfoncer le clou et de lui faire encore plus mal. Quelqu'un qui s'est dit, mais bon sang, pourquoi est-ce que j'enlève mon jean ce jour-là? Il y avait le bulletin à l'intérieur. Arrête Et l'horreur. tu vois, t'imagines l'horreur? Au moins, Monsieur Max, pardon de vous appeler Monsieur Max, Monsieur Pérignon, ça fait un petit coup de projecteur sur votre café bar tabac à la Civette, boulevard de Courcelles, et avec votre épouse Georgette, on vous voit. D'ailleurs, c'est vous qu'on a au téléphone. Pourquoi? Peut-être que Georgette s'est tirée avec le gagnant, non? Peut-être, oui, peut-être. On veut parler à Georgette. Elle est au comptoir là en ce moment, Georgette. On a Ah vu oui, devant la elle est- tombe de l'abbé Pierre, Georgette. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir répondu à nos courtes questions et merci pour vos courtes réponses. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que vous attendez le gagnant avec impatience et qu'il a jusqu'au 2 février pour se manifester. Exactement. Et qu'il n'est peut-être pas parisien, il passait peut-être à Paris dans le 17e ce jour-là. Alors voilà, toute la France qui nous écoute, vérifiez bien vos numéros. C'était le tirage du 2 décembre, hein, c'est bien ça? C'est cela, oui. Merci, Monsieur Max. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est quand même terrible, hein. Mustapha? Je me disais peut-être il joue dans un bar loto, c'est ça? Oui. C'est ça l'inconvénient, c'est que tu bois, tu picoles, tu joues et t'oublies. Donc à mon avis, c'est juste ça. Il y a peut-être de ça. Tiens, un mot sur la greffe du visage. On en a déjà parlé hier. La deuxième greffe française de la face, comme titre Libération ce matin. C'est le professeur Lantieri qui a hier été obligé d'improviser une conférence Oui. de presse parce qu'en fait le Parisien a sorti le scoop hier. C'est peut-être lui qui a gagné au loto le greffé du visage. Il se dit on va jamais me reconnaître si j'y vais. Ah, c'est pas bête, remarquez. C'est possible. Si vous gagnez au loto, faites-vous greffer le Il sait visage. pas refaire le ticket, pourtant. Non, le pauvre jeune homme qui s'est fait greffer un nouveau visage souffrait de la terrible maladie dite d'Elephant Man, maladie de von Recklinghausen. J'ai fait des recherches pour savoir qui c'était ce Friedrich Daniel von Recklinghausen, parce que moi je pensais que c'était quelqu'un qui souffrait de la maladie. Pas du tout, c'est un médecin allemand du début du siècle dernier. Maintenant on est obligé de dire siècle dernier, puisque il est décédé en 1910 à Strasbourg, ce médecin allemand qui était né en 1833. Et effectivement, il avait décrit la maladie, cette maladie de peau particulière qui touche le visage, des hématomes qui vous rendent d'un seul coup très difformes et qui... C'était le bas du visage, semble-t-il. Vous en connaissez un d'Elephant Man, hein? Ben, j'en connais un parce que lorsqu'on voyage un peu et qu'on va notamment au Portugal, il y a dans la capitale Lisbonne. Lisbonne, sur une des grandes places, depuis des années et des années, un Elephant Man qui mendie et qui est absolument, il faut bien dire, terrible parce que c'est Elephant Man, ceux qui ont vu le film, ce n'est rien à côté de ce monsieur. Et il est tous les jours là, chaque fois que je suis allé à Lisbonne depuis des années, on le voit. Il faut franchir une certaine angoisse qu'on peut avoir, ne serait-ce que pour s'approcher de lui et lui donner de l'argent, en effet. Parce que c'est terrible, il faut le dire. C'est indescriptible. On pense pas que ça puisse Non. exister. On comprend que dans ces cas-là, la greffe du visage, franchement, soit tout à fait utile. hein. J'en ai jamais vu. Le problème, c'est il y en le a donneur, certainement. parce qu'évidemment, il faut tomber sur un donneur qui a un visage. Non, franchement, beau gosse, ouais. le mec devait vachement espérer que Brad Pitt ait un accident de moto sur le périphérique, parce que c'est. C'est mieux qu'Edouard Balladur. Bah, si c'est Edouard Balladur, ça change pas grand-chose. D'ailleurs, on ne peut pas dire, mais il paraît que c'est lui l'opéré. Tu passes de l'éléphant au pélican, tu vois, ça fait quand même...
Une révolution dans le calcul mental. Vous avez vu Gilles de Robien qui se fait, on va dire, interpeller par les différents syndicats. Pourtant, moi, je trouve ça plutôt juste. Il a raison. Il faut quand même que les enfants apprennent à calculer. Et c'est vrai qu'il a eu le même combat sur la lecture il y a peu de temps. Maintenant, bon, il s'attaque au calcul. Robien veut enseigner les 4 opérations dès la maternelle, dit-il. Pourquoi les syndicats s'opposent à ça? Je ne sais pas. C'est une très bonne initiative. je n'ai pas le porte-parole des syndicats. Je peux quand même. Nous ne sommes pas encore réunis avec les camarades. Nous allons nous réunir. Oh, ça sent mauvais pour les camarades. Non, mais je ne sais. C'est pas si pourquoi le les syndicats sont pas ne pour. soutient pas les enseignants, ça veut dire que ça. Mais je les soutiens à mort, mais je ne sais pas bien quel est l'enjeu de la polémique, je dois dire là. L'enjeu de la polémique, c'est qu'effectivement, les syndicats disent, il connaît rien, monsieur de Robien. C'est vrai. Oui. Non, allez-y, je vais vous dire. On enseigne déjà le calcul mental aux enfants. Ça, c'est vrai, oui. Voilà, mais sauf que eux, ils apprennent aux enfants un peu trop vite le raisonnement plutôt, ou les problèmes à résoudre, plutôt que les 4 opérations, division, soustraction, multiplication. Il y en a une 4e, c'est laquelle? Le problème, addition. Voilà, j'oublie toujours l'addition. Bon alors, on va la voter cette fois. bien amené. Par contre, il faut avoir un petit café. Alors, Laurent, vous nous avez posé à nous, syndicats, la question de savoir pourquoi nous étions contre la mesure. Nous nous sommes réunis et voilà notre position. Bien évidemment, nous sommes pour que les enfants connaissent les 4 opérations. Les 4 opérations. Pas les 4 opérations, comme le ministre l'a dit. Nous nous sommes donc opposés aux 4 opérations, mais pas du tout aux 4 opérations. Depuis très longtemps d'ailleurs, dans nos écoles, nous pratiquons les 4 opérations. Mais la vraie question, c'est combien sont payés les enseignants? Sont-ils payés suffisamment? On a semble-t-il oublié dans les classes primaires la bonne vieille règle de 3. Et c'est ça qu'il veut dire. Et qu'il y a une partie... C'est quoi la règle de 3? Tu fais rentrer le cheval. Et les syndicats sont cachés à l'intérieur. Non, c'est les règles de pourcentage. La règle de 3 n'aura pas lieu. Mais c'est vrai qu'on a oublié la règle de 3, on a oublié le calcul, on se sert trop vite de la calculette, semble-t-il. Ah bah écoute, moi qui ai 2 enfants, je peux te dire que c'est exactement le cas. Et je comprends pas pourquoi les syndicats gueulent là-dessus. On est revenu à la méthode syllabique, ce qui est une très bonne chose à l'école. On revient au calcul. Et c'est pas une régression. Simplement, les enfants maintenant, enfin en tout cas, j'ai 2 exemples à la maison. Le calcul mental, je peux te dire que c'est... et c'est bien cette gymnastique de l'esprit comme ça. Et la règle de 3, alors là, par contre, une fois ils sont arrivés et on leur avait expliqué la règle de 3 à l'école, moi qui ai l'esprit assez logique, la façon dont on leur avait expliqué, je n'ai rien compris. Oui, très souvent, en étant des mais je ne sais pas, c'est une méthode moderne comme ça, et cette règle de 3, vraiment, alors que c'est simple, la règle de 3. En plus, le calcul mental peut devenir un jeu, très facilement. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la 2e heure. Nous sommes là depuis 16h avec Gérard Miller, Mustapha El Atrassi, Christophe Alévèque, Jérôme Bonaldi, Michel Bernier. Un mot peut-être sur le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a un match important là. Ça va commencer à la fin de l'émission à 18h, le match Lille-PSG, un match qui compte pour le championnat et donc pour l'éventuelle relégation du Paris Saint-Germain en 2e division. Ça va être dur d'aller gagner dans le Nord. Là, ils pourront pas invoquer le mauvais état de la pelouse du PSG puisque ça se passe sur la pelouse. D'ailleurs, est-ce que ça se passe vraiment à Lille? Leur stade est à nouveau... Non, ça se passe au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. Oui, c'est ça. Ils ont emmené leur pelouse avec eux pour avoir une bonne excuse. Ah oui, c'est ça, ils emmènent le gazon avec eux. L'entraîneur dit en tout cas qu'il prône la stabilité. En haut du classement, évidemment, ce serait mieux, mais pour l'instant, ils sont en bas et ils risquent même de descendre. C'est terrible. Tout à fait. J'en parlais avec Sharon Stone, avec qui je dînais hier soir. C'est marrant, Georges Clooney m'a dit pareil aussi. Ah, décidément, on fréquente des gens. Et Gérard, toi, tu non? Moi, je ne dis plus rien. Je voulais vous raconter des petites anecdotes. Je ne dis plus rien. Voilà, ce que je comprends pas, c'est qu'il a mis sur le banc de touche le joueur qui vient de recruter Paul Le Guen. Là. Il a mis Marcelo Gallardo, peut-être pas en forme l'Argentin. Bah oui, alors faudrait savoir, on le fait venir à coups de millions et puis il est déjà sur le banc de touche. Ah bah quand on fait des conneries, on continue, tu sais. Il sera pas là donc. Non, il sera pas là. Il paraît qu'il a gagné au loto, on a plus de nouvelles depuis. Ah oui, c'est plus la peine de jouer au foot dans ces cas-là. Un mot aussi sur Nicolas Hulot, puisque vous savez qu'il ne sera pas candidat, ça on le sait déjà depuis quelques jours maintenant. Ah, vous avez l'air triste, Gérard. Pas du tout. Mais je trouve que c'est bizarre d'avoir fait monter la sauce aussi fort pour ensuite se retirer si tôt. Non mais je suis absolument pour qu'il se retire, mais j'avais parié qu'il resterait parce que je me suis dit il peut attendre un petit peu plus
pour faire monter les enchères. Aujourd'hui, plus personne ne va parler de lui. Pas forcément. C'était foireux dès le début, son truc. Hein, peut-être aussi que les autres candidats vont reprendre à leur compte les mesures écologiques de Nicolas Hulot et ça va nous donner le top 5 de Mustapha El Atrassi. 5 bonnes raisons de reprendre les mesures écologiques de Nicolas Hulot, candidat par candidat. Le numéro 5, c'est José Bové. Alors, José Bové va continuer sa lutte contre les céréales transgéniques en prenant à ses côtés Johnny Hallyday. Bah oui, après tout, depuis qu'il s'est barré payer ses impôts en Suisse, c'est bien lui le plus gros faucheur de blé. Ah, très bien. Marie-Georges Buffet. Alors Marie-Georges Buffet Numéro s'engage 4. à n'utiliser que des engrais naturels pour sa pelouse. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va enfin pouvoir ressortir son nain de jardin. D'ailleurs, Robert Rue était attendu hier soir au Zénith. Ben non, il est pas venu justement, Robert Rue, hier soir au Zénith. Non, il soutient pas la nouvelle candidate communiste. Écoutez, moi je l'ai rencontré il y a quelques jours, mais je vais pas en parler. Numéro 3, Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'il reprend des mesures écologiques? Bien sûr, on s'en doutait, il va stopper toutes les marées noires. Numéro 2, Nicolas Sarkozy, Il évidemment. s'en prend à l'industrie automobile en exigeant que les pots d'échappement soient placés sur le toit des voitures. Ça pollue autant, mais au moins, il a pas à la hauteur du visage. Numéro 1, Ségolène Royal. Elle aussi, elle va reprendre des mesures de Nicolas Hulot. Oui, elle veut aider les espèces menacées. Elle va réintroduire en campagne des Fabius, des DSK et même des Montebourg sauvages. Par contre, la chasse aux Georges Frêche reste ouverte. Sortez le fusil. Ouais, le top 5. Merci. Des raisons de reprendre le programme de Nicolas Hulot. Non, mais c'est vrai, normalement, ils ont tous signé ce pacte et le 31 janvier prochain... Pas tous. Non, il y a non. au moins Le Pen qui ne l'a pas signé, si je ne me trompe. C'est vrai, Arlette Villiers, Laguier Et Besançon. et Besançon. Gérard, il y a un truc qui va vous plaire dans la presse, là, c'est dans l'IB ce matin. Des explorateurs canadiens et britanniques qui se rendaient à pied au pôle d'inaccessibilité. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ça. C'est l'endroit le plus éloigné de la mer sur l'Antarctique. Bravo. Et ils étaient à 6 km de leur destination finale, signalée par leur GPS, lorsqu'ils ont vu un point noir à l'horizon. Ils se sont dirigés vers ce point noir. Et vous savez sur quoi ils sont tombés, Gérard? Bah, Yannick Yannick Noah. Vous êtes con, alors. Ah bah tiens, alors voilà, une petite question, alors, une supplémentaire. Alors allons-y, attention. Sur quoi ils sont tombés, puisque vous n'avez pas lu l'IB? Un taxi. Non. Non, vous avez dit que c'est une bonne nouvelle pour moi. Non, ça te concerne. Un vieux gauchiste perdu. On se rapproche, oui, on se rapproche, oui. C'est un être vivant. Non, pas un être vivant, évidemment. Un buste. Ah, du président Mao. Non, pas de Faut lui Mao. donner la Lénine, date de sa- Staline, Lénine. Voilà. Un buste de Lénine. Effectivement, depuis 48 ans, il n'aurait dû être qu'un tas de neige, cet objet en matière plastique. Il avait été placé là par une expédition soviétique qui avait fait effectivement le même parcours en 1958 et qui avait donc laissé ce buste oui. de Lénine. Et les explorateurs canadiens et britanniques, eux aussi, se sont rendus dans cette zone du continent la plus éloignée de la mer, sont tombés nez à nez avec le buste Mais voilà. de Lénine. Ça, Qui est extraordinaire. résistant, hein, que ça vous serve de leçon. Vous voyez, comme Lénine. Tiens. C'est extraordinaire. T'es en plein cagnard, t'as rien, y a rien. Et tu tombes sur la statue de Lénine. Il y a un couloir d'ailleurs maintenant, un couloir de buste qui est... C'est pour ça qu'ils sont arrivés là-bas assez facilement. Quelques brefs dans Charlie Hebdo amusante ce matin. C'est que Samina Al-Seri a avalé des médicaments. On lui a fait un lavage d'estomac. Charlie Hebdo ajoute, c'est con, on aurait dû faire un lavage de cerveau, ça aurait été plus efficace. Et Jean Ferrat qui soutient, vous savez, le candidat Beauvais. Beauvais plus que jamais décidé à partir dans cette course vers l'Élysée. Et Jean Ferrat lui a même apporté son soutien non seulement à travers une signature dans la fameuse pétition qui a été lancée sur Internet, mais à travers un papier que vous avez peut-être lu. Bien Je crois sûr. que c'est dans Libération, vous l'avez lu? Oui, mais c'est clair que Jean Ferrat change. Il a quitté le MRAP, il s'éloigne du PC, et maintenant il est pour Beauvais. En Ils ont la effet. même moustache à peu près. Hein. Mais justement, Et- Charlie Hebdo a réécrit la chanson « Pourtant que la moustache est belle ». Comment peut-on s'imaginer, en voyant cette vieille rondelle, que les OGM sont arrachés? On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bernier, Miller, Moustapha, Allez, l'équipe. Et Jérôme Bonaldi au téléphone, Jean-Marc Mormec. Bonjour, notre champion, notre boxeur préféré, qui affrontera à nouveau, non pas un challenger, mais celui qui lui a ravi peut-être son dernier titre. C'est bien ça, Jean-Marc Mormec. Bonjour. Ce sera le 17 mars prochain et en France, votre prochain combat. Oui, oui. Contre l'Américain. Oui, Neil
Bell, oui. Alors, vous êtes sur le périphérique. Faites attention quand même en conduisant. C'est vous qui conduisez? Oui, non, mais il n'y a pas de problème. J'ai le téléphone intégré, donc j'ai pas le téléphone à la main, quoi. Le kit main libre. Le 17 mars prochain à Levallois, donc vous affronterez effectivement O'Neil Bell pour le titre mondial WBA des lourds légers. Jusque-là, je ne me trompe pas. Ne vous trompez pas. Parfait. Et on espère que, évidemment, vous réussirez à reprendre votre titre de champion du monde. Vous avez 34 ans aujourd'hui, Jean-Marc Mormec, et c'est pas tout à fait par hasard que je vous appelle. C'est aussi aujourd'hui, vous le savez, le jour de sortie de Rocky 6, le film de Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Et alors, est-ce que vous avez vu le film, vous, déjà? Non, pas encore. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que ça compte pour un boxeur, ce qu'a fait Stallone avec cette trilogie? Non, il y a 6 films en tout. Non, ça compte pas spécialement, mais bon, j'irai juste par curiosité pour voir le 6. Apparemment, les critiques sont bonnes, donc là, j'irai juste par curiosité. Alors lui, il remonte sur le ring à 60 ans. Vous en avez 34. Jusqu'à quel âge on peut boxer? On peut le faire peut-être jusqu'à... Foreman, il l'a fait pratiquement à 50 ans, mais bon, je pense pas que j'irai pas jusque-là, donc je pense dans 3-4 ans, c'est fini. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que 60 ans, c'est impossible. C'est vraiment de la fiction, vous avez raison. Mais c'est déjà impressionnant qu'on puisse monter jusqu'à 50 ans, et même, je dois dire, jusqu'à près de 40 ans, puisqu'on dit tellement que les sportifs de haut niveau doivent s'arrêter avant la trentaine. Comment ça se fait que pour boxeur, on puisse aller quand même au-delà de 30 ans? Pas forcément. Après, c'est une hygiène de vie. Après, c'est comment aussi on se sent. Après, c'est aussi par rapport au combat qu'on a fait. Si ça a été dur, c'était et dans les grosses catégories, par exemple, on va dire la maturité un peu d'un boxeur dans les grosses catégories, c'est à partir de 30 ans. Donc c'est bien encore. Bonaldi. Question de cinéma. Quand on voit Rocky tous, chaque fois qu'ils se prennent un coup dans la figure, il y a plein de flottes qui giclent. Est-ce qu'ils trichent dans les combats? Il n'y a pas de la sueur comme ça qui gicle chaque fois que vous recevez un coup dans la figure? C'est évident. Bon. ça me rassure. Ça le fait Parce marrer. que, à chaque fois, on a l'impression qu'il a mis de l'eau dans sa bouche, tu sais, puis paf, on a la scène au ralenti, il y a de la flotte qui gicle partout. C'est toujours très étonnant que ça corresponde pas à la réalité. Il y a quelqu'un qui crie « Adrienne !» Elle est morte, Adrienne, dans le film. Hein, on la voit pas, je crois. Oui, elle est morte, oui. Vous allez boxer à nouveau en France. C'est un plaisir particulier de revenir boxer chez nous. C'est sûr. Enfin, j'ai fait toute ma carrière en France, donc après je suis parti en 2002. Là, c'est mon retour, c'est mon public, donc oui, je suis très content et en espérant apporter une victoire ensuite, donc c'est une bonne chose pour moi. Mais c'est une mauvaise expérience, les États-Unis, quand même. Non, pourquoi? Non, au contraire, c'est pas pour lui en tout cas. C'est là-bas qu'il a réussi à triompher, Mormec, grâce à Don King en particulier, qui voulait que vous vous prépariez pour le prochain combat en Floride. Mais vous préférez vous entraîner en France? Bah oui, par rapport au décalage horaire, par rapport aussi à l'alimentation. Donc c'est vrai que j'ai tous mes repères. Donc quand je combattais aux États-Unis, il n'y avait pas de raison que je fasse en France, mais là, je pense que la France est plus adaptée, en tout cas, à préparer ce combat. J'ai tout mon public, tous les gens, donc je les préférerais de passer ici. Et donc vous entraînez sur le périphérique? Je sors du footing là. Vous sortez du footing, mais vous allez aussi vous entraîner. Ai-je lu dans le Parisien? Est-ce vrai? Vous allez me confirmer. C'est Frédéric Goyard qui vous avait interviewé pour ce journal. Que vous allez passer une bonne partie de votre entraînement à Monaco. Oui. À partir de la semaine prochaine, je partirai à Monaco pour vraiment déjà pour être isolé, pour pouvoir bien m'entraîner avec mes sparring, avec tout mon staff et revenir peut-être une semaine avant le combat pour discuter ce combat. Il n'y a pas d'ISF derrière Monaco, là. Il n'y a pas de... Non. Pas encore. Vous, d'ailleurs, vous avez toujours la nationalité française, hein, on est bien d'accord, Jean-Marc Mormec? Bien sûr, et j'ai pas l'intention d'en changer. Vous n'avez pas demandé la nationalité américaine pour autant? Non. Vous n'avez en tout cas pas boxé, effectivement, en France depuis le 10 août 2002, et c'était à Marseille. Eh bien, ce sera le 17 mars prochain à Levallois sur un ring français. Et cette fois, vous serez challenger, donc. Ça vous va, la position de challenger? Il n'y a aucun problème. Quand je monte sur le ring, même quand j'étais champion du monde, quand je montais toujours dans la position du challenger, donc il n'y a pas de problème. Eh ben, écoutez, on vous souhaite d'abord une bonne fin de périphérique et puis ensuite un bon combat pour le 17 mars prochain. Vous êtes un des boxeurs les plus impressionnants, il faut le dire, parmi nos champions et un des plus sympathiques. Merci Jean-Marc Mormec. Merci à vous.
Il paraît qu'il est pas mal, hein, quand même, le dernier Stallone. On se moque évidemment de son âge à 60 ans, mais il paraît que c'est un des plus réussis. C'est amusant qu'on insiste tellement sur l'âge de Rocky. Quelle importance! John Wayne a réussi à être cow-boy jusqu'à je ne sais quel âge. Ce sont des acteurs. Pourquoi est-ce qu'on c'est quand même plus facile de monter à cheval à 60 ans que de boxer à 60. Le mec qui connaît rien en sport, Gérard Miller. C'est pas ça. Les cow-boys en général étaient des jeunes. C'est des acteurs. Enfin, quelle importance! Vous rêvez avec des gens. Vous avez parfois eu des homosexuels avérés qui étaient des séducteurs formidables de filles à l'écran. Quelle importance! Ce sont des acteurs. En plus, ça va pas s'arrêter là. Il faut quand même savoir que non seulement là, il fait Rocky 6, scénar qui était resté longtemps dans les tiroirs de la société de prod. Je crois que c'est la MGM qui avait au départ initié ce projet. Mais bon, personne n'y croyait plus à ce projet parce qu'effectivement, les derniers Rocky avaient moins bien marché et étaient un peu ridicules. Puis il y a eu un changement, comme ça arrive hein, d'ailleurs dans tous les métiers, c'est comme ça. Il y a eu un changement de patron. Ils ont ressorti donc les nouveaux dirigeants de la MGM le scénar du tiroir. C'est même la femme du producteur qui a lu le scénar et qui aurait dit faut le faire ce Rocky 6. Et finalement donc le Rocky 6 a été tourné. En plus c'est pas une très grosse production d'après ce qu'a raconté Sylvester Stallone à la presse. Hein. 24 millions de dollars, 18 millions d'euros. Aujourd'hui c'est une bonne affaire parce qu'en plus le film a très très bien marché. Il marche aux États-Unis. Ah oui quand même. Je veux dire 68 millions de dollars de recettes puisque le film a coûté 24 millions. Vous voyez quand même les producteurs sont bénéficiaires au point même que comme dans leur tiroir ils ont un Rambo 4, ils vont lui faire tourner Rambo 4. Oui. Mais bientôt il y aura le fils de Rambo, le retour du fils de l'ombre de Rambo, la revanche du fils de l'ombre de Rambo. Ça va continuer comme ça des années et des années. Ce qu'ils devraient faire maintenant avec les trucages qui existent au cinéma, c'est Rambo contre Rocky. Oui. Ça serait un grand Rambi, ça s'appellerait Rambi. Parce que Rocco, ça a déjà été fait. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h avec Michel Bernier, Gérard Miller, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Christophe Alévêque. Attention, là, il faut prendre papier, stylo. Vous savez, c'est le fameux quiz de la semaine. Serge Liado, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. Bonjour. Et c'est la neige qui vous a inspiré pour votre quiz de cette semaine. Voilà, c'est un quiz de circonstances. Hein. On va chanter la neige puisque elle risque de se faire rare dans les années à venir. Oui, mais enfin, sauf que là, je vais vous dire, les automobilistes qui sont sur l'autoroute A6, ils trouvent pas qu'elle est rare, la neige, hein, croyez-moi. En tout cas, bref, le mot neige, ou tout ce qui tourne autour de la neige, dans différentes chansons. 10 chanteurs. Dites, il y en a un, là, c'est un vrai chanteur, là, le 10e, là? C'est un chanteur virtuel. Un chanteur virtuel. Ah, parce que là, franchement, je vois la liste, je me dis jamais on va trouver. Mais écoutons le quiz de Serge Liado, et puis papier et stylo, vous notez tout. Ce soir, il neige sur mes rêves et sur Liège. Il neige sur le lac Majeur. Il a neigé sur les lacs et la montagne éternelle. Un jour de fin d'été, il a neigé sur Mykonos. Il a neigé tout le mois de juillet et tout le monde était terrorisé. Il a neigé sur Édimbourg et il doit faire froid dans Paris. J'ai bien aimé ce rien d'humour dans le mot que tu m'as écrit. Il a neigé sur mes printemps, mais je n'ai pas dans mon jardin que des fleurs couleur de chagrin. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. Il a neigé sur Yesterday, cette année-là même en été. Et puis il a neigé sur mon petit oreiller. Autour de la table, je vais vous dire, on est perplexe. Il y en a 10 à trouver, on va voir combien ils en ont trouvé tous. Michel, vous en avez Alors, moi, j'ai trouvé, je peux dire les noms? Ah oui, Alors, Brel, au début. 1. Mort Schumann. 2. 3, j'ai pas trouvé. 4, Mireille Mathieu.
3, ça vous 5, fait. je sais pas. 6, je pense que c'est Claude Barzotti. 4, ça vous fait. 7, ça fait Barbara. Oui, 5, ça vous en fait 5. 8, je sais pas. 9, Marie Laforêt. Eh ben, vous en avez quand même 6 sur 10. Et le 10, je sais, c'est le petit dessin animé, voilà. C'est quoi? C'est Ilona Mitrocé. Voilà, c'est Ilona. Non, pas du tout. Ilona Maîtressé n'est pas virtuelle, C'est elle pas existe. ça? Ah, c'est pas Ilona. Non, non, non. Ah, bah, c'est mince, un alors, branche j'aurais avec cru que C'est de votre Barbara. famille d'ailleurs, Ilona Altraci? Non, c'est pas Ilona. Alors, Voilà. on en a 6 sur 10. Brel, Mort Schumann, Mireille Mathieu, Claude Barzotti, Barbara, Marie Laforêt, c'est déjà pas Il n'y mal. a pas Catherine? À un moment donné, en 5. Le chanteur Catherine? Oui, le Non, chanteur pas Catherine, du tout. oui, bien sûr. Pas du tout. Il n'y a pas le chanteur Catherine. C'est tout ce que vous avez, hein. Pas plus. Pas mieux. Pas mieux. Oh, les nuls. Oh, les nuls. Alors c'est Michel qui est la meilleure. Hein. Ah, pour l'instant, c'est Michel qui en a 6 sur 10. Il en manque 4. On va les réécouter, papier et stylo. Le premier auditeur qui, sur europe1.fr, nous apportera évidemment les 10 noms, remportera une flopée de cadeaux, des autocollants Europe 1. Enfin, je sais pas si ça existe d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, Il y en a plus. une photo de Gérard Miller avec Carla Bruni. Un kilo Des de places sucre. pour Ah aller non, moi- applaudir moi- Jean-Luc Lemoyne au théâtre du Temple. Moi, je vais donner même des places pour un spectacle que j'ai vu lundi que je trouve très très drôle, qui est le spectacle d'Éric Antoine. C'est à la fois un magicien et un humoriste au Trévis tous les lundis. C'est génial à 21h30. Et je suis Éric sûr qu'on Antoine. peut par exemple offrir 2 places pour aller applaudir au Café de la Gare Karine Liachenko dans son Ah nouveau oui. spectacle que vous avez mis en scène, Michel Bernier. Absolument, ouais, Voilà. c'est une fille formidable, Très bien. drôlissime et qui a pas peur. Voilà. C'est du mercredi au samedi à 21h30. Karine Liachenko au Café de la Gare. Allez, voilà. Les gagnants du quiz emportent 2 places pour le Café de la Gare en plus du Théâtre du Temple pour Jean-Luc Lemoyne. On réécoute le quiz. Je vais essayer de vous aider un peu parce qu'il y a des choses très difficiles. Ce soir il neige Ça, c'était bien Brel, évidemment. Il a été trouvé. sur mes rêves et sur Liège. Il neige sur le lac magique. Mort Schumann a été identifié. Il a neigé sur les lacs. Là, je vais vous aider parce qu'il n'a pas été trouvé. Et la montagne. On peut dire que c'est le seul chanteur qui a survécu. Mireille Mathieu trouvé. Il a neigé tout le mois de juillet et tout le monde était terrorisé. La chanson n'a pas été enregistrée à Marne-la-Vallée, mais ça peut vous aider. J'ai bien aimé ce rien du mot dans le mot que tu m'as écrit. Claude Barzotti a été identifié. J'ai sur mes printemps, mais je n'ai pas dans mon jardin que des fleurs couleur de chagrin. Barbara, évidemment. Port-au-Prince, il pleut encore. Celui-ci, pas facile à trouver. Hein. Là, c'était Marie Laforêt. Avant Marie Laforêt, pour vous aider, je peux vous dire, peut-être qu'il est dans l'or en ce moment. Puis il a neigé sur mon petit oreiller. Alors là, comment je pourrais vous aider? Ça ressemble à... Il a neigé sur mon petit oreiller et c'est virtuel. Le 10e n'est effectivement pas facile à trouver. Je vais pas vous donner d'indice, faut quand même que ce soit difficile pour nos Ah oui. auditeurs, autrement il n'y a plus de jeu. Hein, vous êtes d'accord, Serge? Je suis tout à fait d'accord, c'est pas si difficile que ça. La chanson flash du jour concerne... La neige. Et comme j'avais rien en magasin, j'ai retrouvé une chanson d'un vieux copain à moi qui m'a envoyé ses vœux récemment, Monsieur Corbier. D'ailleurs, vous connaissez la chanson. C'est la chanson du marin en colère après la mer, parce que celle-ci est démontée alors qu'il neige autour de son embarcation. Ça, c'est le titre. Flo, con. Voilà, elle est finie. On peut pas faire plus concis. Serge Iado, je tiens à vous signaler que vous ne serez pas payé. Vous ne serez pas payé. Hein? Bon, je perds pas grand-chose. Allez, on se retrouve demain à la même heure avec les résultats du quiz. À Merci demain, Serge. salut. On va partir en mer et non pas en montagne avec au téléphone un garçon qui s'appelle Yann Eliès. Et pourquoi on parle de lui ce matin dans le Figaro, par exemple? C'est parce qu'il va faire monter Zidane sur son bateau. Il paraît qu'hier, il y avait une escorte de motards, un impressionnant déploiement de policiers et des groupies en pagaille pour la visite de Zinedine Zidane au chantier multiplace de Vannes. Il est venu avec sa femme Véronique, le jeune retraité du football, et il est venu admirer un bateau, une coque fraîchement démoulée, nous dit-on, le nouveau monocoque 60 pieds de Yann Eliès. Vous êtes au téléphone, monsieur Eliès, bonjour. Bonjour. C'est votre parrain, Zinedine Zidane, c'est ça? Ouais, c'est
plus exactement le parrain du bateau, qui est venu hier voir pour la première fois à quoi ressemblait ce bateau tout en carbone. Et c'est vous qui allez naviguer seul pour le Vendée Globe Challenge sur ce bateau, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, je vais être le skipper là, du bateau, donc sur le prochain Vendée Globe qui part en novembre 2008. Alors moi, ce qui m'épate, c'est que effectivement, ce Vendée Globe, c'est pour novembre 2008, vous dites, et le bateau, il vient déjà le voir, Zidane. Bah ouais, alors j'ai eu la chance d'aller le voir à Madrid en février dernier pour un spot publicitaire tourné pour Generali. À cette occasion-là, j'ai eu 5 minutes en tête-à-tête et je lui ai demandé est-ce que ça l'intéressait de parrain du bateau, parce que je savais que dans un de ses rêves, il y avait de venir naviguer sur une Formule 1 des mers et il a tout de suite accepté. Bah, pourquoi vous allez l'emmener avec vous? Même en solitaire, il sera caché dans la Non, l'objectif, effectivement, c'est de l'amener naviguer donc juste avant le baptême qui sera le 11 mai à la Trinité. Et puis surtout, c'est d'essayer de lui proposer une sortie de 24 heures en mer avec nuit comprise pour lui faire découvrir un petit peu ce qu'est réellement le milieu maritime. Mais il vous donne un coup de main comme ça, déjà ce qui est bien de la part de Zidane, d'habitude c'est autre chose. Mais dites-moi, c'est qui le sponsor de votre bateau? Generali Assurance, une compagnie d'assurance. Ah d'accord, donc c'est un coup de main un peu... Ok, merci. Non, je trouve que, excusez-moi, mais Zidane est une icône, certes, on ne peut pas l'attaquer, certes, mais il fait rien de vraiment gratuit quand même. Ouais, alors ça, c'est ce que je pensais un petit peu au début, effectivement, étant donné que, bon, ils sont à mon avis, si ça avait été AXA, par exemple, je sais pas s'il l'aurait fait. Ah, ça fait rire, hein. Vous auriez eu un autre footballeur. Le pauvre Yann Eliès, il n'avait pas de choix. C'était l'abbé Pierre ou Zinedine Zidane. Alors qu'est-ce que vous voulez, voilà. Et en tout cas, on vous souhaite un bon Vendée Globe Challenge pour l'année prochaine et une bonne inauguration là au mois de mai de votre bateau qui va s'appeler comment? Generali Assurance. Tiens. En tout cas, on vous remercie. Bravo Yann Eliès. Il a quand même un bon parrain à avoir Zinedine Zidane comme parrain. L'info finalement dans le Figaro, c'est pas que Zidane va parrainer un bateau, c'est qu'il était sur place avec sa femme Véronique. On se retrouve après la pub. Michel Bernier, Mustapha El Atrassi, Christophe Alévèque, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller. Et la petite rubrique hebdomadaire de Gérard, c'est le magazine qu'on ne connaît pas, mais qu'on trouve en kiosque. Alors, vous aviez commencé, rappelez-moi Gérard. J'avais commencé avec Police Magazine, le magazine de ceux qui aiment la police. Je m'en souviens. Il est encore ici à la station, d'ailleurs. Voilà. Vice et Vice, qui n'est plus à la station. Non, ça on le retrouve. Il a disparu. Oh mince. C'est le magazine de toutes les pratiques sexuelles. Ah, c'est bien. Donc j'ai compris qu'il fallait que je remonte le niveau. J'ai choisi le magazine Héritage Magazine. Ça existe, ça, Héritage Magazine. Absolument, c'est le numéro 1. C'est un magazine bimestriel, 4,90 €. Et soyons clairs, ce n'est pas le magazine de ceux qui veulent hériter, c'est le magazine de ceux qui ont suffisamment de biens pour permettre à un certain nombre de leurs proches d'hériter. Moi, je crois que c'était un magazine où vous donnez des conseils pour tuer vos parents, vos grands-parents. Mais moi aussi. Mais c'est ambigu parce que quand même, la première grande enquête psychologique, c'est comment se réconcilier avec un proche. C'est pas vrai. Je vous assure que c'est exact. Avec un proche qui a de la thune. Toutes les informations que je vais donner sont exactes et notamment on vous dit dans cette enquête que le bon moment pour se réconcilier avec un proche, c'est le moment où il va mal. C'est le moment où il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre parce que évidemment, la recherche de l'aide, l'empathie face à l'épreuve. Alors, c'est un magazine assez bien fait, professionnel. Il y a un grand interview d'un héritier dont je ne vous dirai pas exactement le montant de la fortune, c'est Olivier Picasso, le petit-fils de Picasso, qui raconte ce que lui-même va pouvoir transmettre à ses enfants. Ce journal, soyons clairs, c'est un journal pour ceux qui ont de l'argent et qui veulent le placer. Donc on vous donne en fin de numéro un certain nombre de conseils sur comment rédiger votre testament, choisir ou pas un notaire, mais dans l'ensemble, c'est comment placer son fric. Donc c'est comment jouer en bourse, c'est comment faire confiance ou non aux assurances. Comment placer son fric pour que vos enfants puissent le récupérer plus tard. C'est ça, soi-disant, l'objectif, mais plutôt que d'appeler ça Capital Magazine, ou comment gagner encore plus d'argent avec celui que vous avez, on dit, c'est plus noble, c'est pour transmettre l'argent. C'est le numéro 1, il faut dire. Alors c'est le numéro 1. On apprend des choses intéressantes, notamment, Laurent, est-ce que vous avez pensé à un mandataire posthume, c'est-à-dire à qui faire confiance après sa mort pour s'occuper de ses biens, gérer ses biens, éventuellement d'ailleurs si on a des œuvres pour s'en occuper. Jérôme Bonaldi, moi je pense que ce sera mon mandataire. C'est vrai? Ah oui. Et alors je vais vérifier. Je donnerai mon chien à Michel Bernier. Oh merci, c'est Et vos gentil. vaches? Mes vaches à Mustapha El Atrassi. Merci. Voilà. Alors, La piscine.
À Christophe à l'évêque, il a des enfants, ils en profiteront. Voilà. Alors, c'est gentil, ça. Quoi d'autre dans le magazine, alors? Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de publicité, mais ce qui est amusant, c'est quand on voit les quelques publicités, c'est pour des voitures de luxe, donc on comprend qu'en effet, ce sont des gens qui ont de l'argent. Alors, on peut aussi estimer les biens que vous avez. Par exemple, il y a la cote des trésors familiaux, alors vous avez tous les prix de vos meubles et compagnie. Enfin, c'est un magazine qui est pas mal fait, plutôt sympathique et évidemment qui ne s'adresse qu'à une toute petite cible. Ça ne sort que tous les 2 mois. Ça coûte 4,90 €. Oui, ça mais vous les semble enfants beaucoup conseillent aux parents de ne pas s'abonner parce qu'ils disent quand même ça fait ça de moins pour le... Sur l'héritage. Non, vous êtes Justement, en termes d'héritage, c'est rigolo parce qu'il y a James Brown qui a des vrais soucis, il faut le dire. Enfin, lui, il n'a pas de soucis. Il a des vrais soucis, là, on peut le dire. Lui n'a pas de soucis. Il a les mêmes soucis que l'abbé Pierre. Son notaire a des soucis en tout cas. Bon, on se souvient que sa dépouille avait été exposée à New York, hein, c'était pendant longtemps. Bah, oui, et qu'on pouvait. J'imagine qu'il devait y avoir des tas d'enfants qui sont venus le voir, parce qu'il y a des tas d'enfants qui d'un seul coup apparaissent et réclament évidemment leur part d'héritage, y compris des dernières compagnes, des nouvelles veuves. Enfin, c'est assez curieux. On en est à combien maintenant? Écoutez, là, j'en vois, allez, on va dire 5-6. Hein. C'est quand même pas mal. Et il y a une femme de 36 ans qui se considère comme sa veuve. Voilà. Il y a aussi une conjointe putative. C'est quoi une conjointe putative, Gérard? C'est une fille qui fait le trottoir. Il y en a une qui dit qu'il l'avait épousée, mais qu'il l'avait dit à personne. Bon, enfin voilà. Ah oui. Je comprends pourquoi il chantait I Feel Good. L'ADN. Le problème, c'est que tous ces gens-là sont pas sur le testament de James Brown. Bon, enfin voilà un beau dossier pour le numéro 2 d'Héritage Magazine. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut lire Héritage, j'imagine, pour éviter ce type d'inconvénient. Parlons-nous. Michel Bernier, Gérard Miller, Mustapha El Atrassi, Christophe à l'évêque, Jérôme Bonaldi et, mesdames et messieurs, le retour parmi nous pour ces brefs de... Attention, Jacques Ramaz. Alors, il faut peut-être quand même, parce que Mustapha... Moi, j'adore ce qu'il fait. Hein, mais vraiment. non, vous connaissez pas Jacques Ramaz. Non, je le connais pas. Gérard, vous pouvez expliquer à notre petit jeune? Non, c'est rare. Si, Ne dites rien. Ah bah non, pas du tout. C'est un des humoristes des plus drôles et qui notamment a le mot juste. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ses brèves sont des perles de drôlerie et d'écriture. Ah, une leçon, Mustapha. Ah, est-ce que lui me connaissait? C'est ça la question. Oui. Ah ben enchanté en tout cas. Oui, je vous ai vu. Ça vous a plu? Beaucoup. Merci. Non, mais je veux dire, il y a quand même... C'est vrai, il a le mot juste. Hein, Non, parce qu'il y a ceux qui font quelque chose et ceux qui font pas grand-chose. Et lui, il fait quelque chose. Ah bah voilà. Je suis flatté. Merci beaucoup. La première brève de Jacques Ramaz. En baisse dans les sondages, Ségolène Royal veut remonter la pente. Elle cherche un monte-charge pour remplacer le Montebourg. Johnny fait de l'alpinisme. La semaine dernière, il a escaladé un pic de 1500 mètres. La semaine prochaine, il espère monter au pic de 1000. Moi je suis acheteur. D'accord. À mon avis, elle va même circuler, celle-là. Hommage aux justes. Ceux qui ont juste ce qu'il faut pour finir le mois recevront l'hommage du MEDEF le 31. Sarkozy a fait un saut au viaduc de Millau. Il a rebondi dans les sondages. Ah là là. José Bové, candidat à la présidentielle à titre posthume. Si l'interdiction de fumer se généralise, il cassera sa pipe pour se présenter. J'espérais mieux là-dessus. Le patrimoine de Ségolène Royal s'élève à 2 maisons. Celui d'Arlette Laguillet s'élève au 2e étage. Johnny exilé en Suisse, en France, il avait de la voix, en Suisse, il aura du coffre. Rué sur les soldes. Jean-Pierre Chevènement est sollicité de partout. C'est vraiment avec lui en ce moment. Évacuation des tentes. Le marais est devenu désert. Sport. Laure Manodou s'entraîne 24 heures sur 24. Taille 38, elle s'habille en taille 60 pour nager, même dans ses vêtements. Halte au tabac. Dans un grand restaurant parisien, un client qui fumait de colère en voyant l'addition a été verbalisé. Oui, d'accord. Sondage. La Guillet est à 3, la Buffet est à 2, la Voinay est à 1 et la Voinay sera générale.
Carnet rose à France Télévisions. Béatrice Schoenberg a épousé le ministre du Logement. Marie Drucker fréquente le ministre d'Outre-mer. Arlette Chabot se tient prête à étudier toute proposition. Et j'ai une dernière minute. La petite étoile noire qui tourne au firmament depuis lundi a été identifiée. C'est le béret de l'abbé Pierre en route vers le paradis. Oh, c'est joli. Jacques Ramade et ses brèves de retour parmi nous. Alors, on va vous apprendre le Jacques Ramade dans le texte, parce que Jacques, tiens, voilà, je suis sûr que si Gérard se met à la cymbale, des auditeurs se disent, s'il nous faisait un petit jazz, il y a longtemps qu'il nous l'a pas fait. Oui. Sweet George Brand. Sweet George Non, je pensais une chose tout à l'heure. Non, mais en écoutant Serge Liado. Oui. Si Nicolas Hulot avait été candidat, il aurait relevé un défi. Dominique Voynet dit que il était trop médiatique. Serge Liado aurait pu faire une chanson sur l'air de le débit de l'eau, le débit de lait. Ça aurait donné quoi? Ah, ce qu'il est beau, le défi du lot. Ah, ce que c'est laid, ce que dit Voynet. Défi du lot, si beau, ce que dit Voynet, s'il est. S'il est un défi laid, c'est pas le beau débit du lot. Etc. On va terminer avec un peu de sport. Le handball est important aujourd'hui parce que les Bleus ont pris une raclée, il faut le dire, contre. On avait bien démarré ces championnats du monde de handball et puis alors, contre l'Islande, ça s'est un peu gâté avant-hier soir. On a perdu 24-32. C'est quand même une bonne raclée. L'entraîneur sait plus trop quoi faire de ces joueurs qui sont trop confiants. D'autant que ce soir, on doit affronter la Pologne. C'est à 18h30 là dans à peu près 40 minutes. Et puis un mot aussi, ce soir à la télévision, on va voir réapparaître. Et ça, c'est quand même. Je l'avais oublié, ce comédien. Laurent Mallet. Vous vous souvenez de Laurent Mallet? Oui, je connais bien. Il avait un frère qui s'appelait Pierre Mallet. Et ils étaient jumeaux. C'était les rares jumeaux qu'on connaissait comme comédiens dans les années 70 à peu près. Ouais. Tournait beaucoup au cinéma et à la télévision. Un de ses derniers rôles, c'était Cayenne, les amants du bagne, qui était passé en 2004 sur France 2, mais très très rare. Et là, il va raconter chez Mireille Dumas pourquoi cette absence, pourquoi effectivement lui et son frère ont disparu des castings et des films qu'on peut voir régulièrement sortir. C'est assez émouvant, hein. Il va raconter la disparition de sa maman. Ils avaient fait le choix, les deux frères, de l'euthanasie à l'époque, et ils avaient préféré, pour mettre fin aux souffrances de leur maman, ils avaient préféré l'un et l'autre ne pas en parler publiquement. Et ce soir, chez Mireille Dumas, ils vont évidemment se confier. C'est fou ce qu'elle arrive à faire, Mireille Dumas, quand même. Et j'y suis même aussi, moi. Ah, ce soir? Oui. Je vous ai vu, vous, alors, Michel Bernier, j'aimerais terminer là-dessus, vous faire piéger par Liane Folly. Oh là là, mais quel enfer, cette histoire. C'était très rigolo. Ah bon? Il faut dire que Liane Folly vous fait venir pour une cause humanitaire. Oui, voilà, et alors, il y a des types sur un ordinateur, tu vas pas le croire, ce qu'ils viennent d'inventer comme logiciel, un logiciel qui permet en fait d'écouter ce qui se passe chez les gens grâce à leur téléphone portable. Même quand ils sont fermés, quoi. Même voilà. Téléphone portable fermé. Et donc ça commence par qui? Vous allez... Ça a commencé déjà par André Manoukian, qu'on entend parler avec. Et vous y croyez? Oui, pourquoi j'y croirais pas? Moi, je suis un peu naïve, hein. Donc, et puis en plus, il faut dire que la sauce monte bien avant, hein. Je veux dire, puis jusqu'au moment où le preneur de son de l'émission, évidemment, me fait croire qu'il peut. Alors, il y a une espèce de carte comme Google Earth, hein, où on arrive sur un lieu précis avec le numéro de portable qui s'affiche, on entend les gens parler. Donc moi, j'ai commencé à croire à cette histoire en me disant mais c'est quoi? Et au fur et à mesure, on est passé chez Mimi Mati. Après, on est allé même à un chauffeur de l'Élysée avec Chirac dans la voiture. Enfin bon, ça a pris des proportions jusqu'au moment où il y a 12 mecs du GIGN qui déboulent dans le studio et qui disent vous avez trafiqué un satellite de l'armée et donc ils chopent le petit gars du son, etc. Enfin bon, ça a pris tout d'un coup. Mais je veux vous dire. Mais je crois que j'y aurais cru aussi parce que c'est plausible. Vous l'auriez cru, sauf si c'était Liane Folly qui depuis des années nous raconte qu'elle entend des voix et qu'on n'arrive pas vraiment à la croire. J'avais oublié le détail. Mais comme elle a une belle voix, on s'en fout. Mais en tout cas, pourquoi pas un jour, on pourra quand même en plus d'identifier l'endroit où vous êtes, parce que ça c'est déjà fait. Pourquoi on pourra pas en plus entendre votre conversation, même si votre portable est fermé, Gérard? Non, mais après, puis à force de regarder les experts, tous ces films américains, La mémoire dans la peau, La mort dans la peau, etc., on finit par croire à tout ça. Moi, je suis sûr qu'on nous écoute même là, en ce moment. Non, ah non, ah non. Peut-être même demain aussi entre 16h et 18h. Allez, bye bye.